Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue au webinaire sur comment sécuriser l'accès à vos applications on-premise ou cloud. Aujourd'hui avec nous, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Schooner, le directeur intégration au sein de Sermanes, et Patrice Alexandre, avant-vente au sein de F5. Bonjour Patrice, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, si vous avez des questions tout au long du webinaire, nous vous invitons à les poser via le chat et nous essaierons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Je laisse donc la parole à Laurent pour vous présenter le préambule de ce webinaire. Absolument. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Laurent Schooner, je suis le patron de la BU intégration chez Sermanes. Ça fait 20 ans maintenant que Sermanes et plus historiquement le groupe NES, on intervient sur un certain nombre de sujets de cybersécurité. Et donc parmi, je dirais, toutes nos offres de services, on trouve effectivement tout ce qui est la détection de la menace, la protection des données, etc. Et on a un gros sujet qui est de fond et qui est encore plus d'actualité avec la crise Covid, c'est la sécurité de l'application en elle-même, et notamment de l'infrastructure qui est autour de cette application-là, parce que vous avez effectivement au niveau de vos différents services un certain nombre d'applications. On va être capable de les sécuriser au travers de différentes techniques de SAST, de DST, pour sécuriser le code, valider les vulnérabilités, vérifier qu'en permanence votre cycle de vie finalement applicatif est sécurisé. Mais on se rend compte que malgré le fait qu'on sécurise toute cette partie de code et de vulnérabilité, on a toujours un point central qui est l'infrastructure. C'est-à-dire que si on veut mettre à disposition des applications de manière sécurisée, il y a un point incontournable, c'est je dois sécuriser l'infrastructure qui est autour de l'application, et notamment sécuriser l'environnement technique qui va porter ces applications, donc typiquement à travers un certain nombre de firewalls, un certain nombre de protections contre le DNS service, de protection contre les attaques SSL, contre des attaques DNS. Ensuite, il va falloir que je publie l'application à des collaborateurs ou à des partenaires de façon sécurisée, donc on va parler de VPN au niveau de mes accès, on va parler d'authentification, donc comment je garantis la sécurité de l'authentification vis-à-vis de ces applications. Et ensuite, on va effectivement proposer toute une série pour sécuriser le contenu des flux. C'est-à-dire, je veux empêcher qu'une attaque, tout ce qui est OWASP typiquement, puisse rentrer sur mon application. Et donc, même si j'ai sécurisé l'application dans sa base, dans son socle, j'ai des techniques, notamment via du WAF, pour empêcher que des flux malicieux puissent rentrer et atteindre l'application ou son système d'exploitation qui est en dessous. Et donc, on va voir effectivement comment se protéger vis-à-vis de ces attaques-là. Et enfin, il faut forcément dans le DICT, dans tout ce qui est disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, il faut assurer la disponibilité de l'application et donc de l'infrastructure qui est en dessous. Et c'est pour ça que les solutions F5 vont nous permettre de protéger également la redondance, assurer une autre disponibilité globale du service pour faire en sorte au final que l'application soit sécurisée, disponible, parce que mine de rien, c'est quand même le fond du sujet, comment j'assure qu'en permanence, mes applications sont accessibles à mes utilisateurs, à mes partenaires, de manière sécurisée. Et nous, effectivement, sur toute cette partie de sécurisation d'infrastructure, côté Serma, on s'appuie depuis très longtemps sur les solutions F5, parce qu'elles sont justement capables de proposer un certain nombre de services adaptables, qui permettent de proposer toutes ces fonctionnalités-là de pare-feu, de gestion du VPN, de l'authentification, du WAF, de la redondance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité vous présenter ce que les solutions F5 peuvent faire et comment elles vont sécuriser ces applications, quel que soit finalement l'environnement qui va porter vos applications, qu'elles soient data center, qu'elles soient cloud ou qu'elles soient dans un cloud public ou privé ou même en mode SaaS. Et donc, je vais laisser la main effectivement à Patrice qui va vous présenter effectivement cette approche côté F5 sur la sécurité de l'infrastructure des applications. Merci Laurent. Alors, on va commencer la présentation. Donc, ce que vient de vous expliquer Laurent, le principe, c'est d'être capable de connecter ses utilisateurs à ces ressources, que ces ressources soient applicatives, que ce soit du VDI, que ce soit des machines virtuelles, que ce soit dans un environnement on-premise, c'est-à-dire sur le réseau d'entreprise, ou que ce soit dans un environnement virtuel,
qui pourrait être aussi dans un réseau d'entreprise, qui pourrait être hosté chez un provider, voire dans un cloud public. La logique de sécurisation d'infrastructures, de sécurisation des applications, c'est in fine d'établir la communication de façon sécurisée, la plus performante possible, entre l'utilisateur, quel qu'il soit, depuis un fixe, un portable, un mobile, qu'il soit dans l'entreprise, qu'il soit à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit un utilisateur dont on maîtrise le poste client, que ce soit un client, un partenaire dont on ne maîtrise pas le poste client, il faut pouvoir accéder à ces ressources de façon sécurisée et performante. Donc, dans une logique de sécurisation, on va mettre différentes briques. Chaque brique a son rôle. Et on va pouvoir détailler un peu tout ça. On va commencer par utiliser les termes génériques pour placer un peu le débat. Et après, on détaillera toutes ces briques et voir un peu quels sont les use cases auxquels elles répondent. Dans une logique de sécurisation, la brique la plus connue, c'est la brique pare-feu. Un pare-feu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui demande? Que ce soit pare-feu de data center, d'être résilient, toutes les fonctionnalités de redondance, mais surtout d'aller chercher toutes les problématiques des DOS. Donc, toutes les attaques réseau qui vont permettre d'élaguer déjà au niveau des couches basses du modèle OSI tout ce qui est pollution, tout ce qui est bruit, qui va générer des connexions et qui va générer un certain nombre de nuisances pour le flux derrière. On va aller chercher aussi des fonctionnalités, tout ce qui est visibilité SSL. Aujourd'hui, la plupart du trafic est encrypté dans des tunnels SSL. Et il faut un point central pour être capable de prendre ce trafic, être capable de le déchiffrer et de pouvoir le fournir en clair aux différents composants d'analyse qu'il y a derrière. Donc voilà ce qu'on va chercher aujourd'hui sur les logiques de pare-feu dans une logique de sécurisation d'applications. À côté du pare-feu, on va voir d'autres briques qui vont être intéressants, qui vont répondre à un certain nombre de use cases, notamment la brique DNS. Pourquoi DNS? Parce que quand l'utilisateur va se connecter sur mon application.mondomaine.com, on va utiliser la résolution DNS pour orienter l'utilisateur vers le site, le data center, là où se trouve l'application la plus rapide et la plus performante. Quand on est dans une logique après de PCA, PRA, donc plan de continuité d'activité ou de reprise d'activité, on peut être amené à avoir plusieurs data centers, on peut être amené à faire du débordement vers du cloud public pour encaisser une charge momentanée. Et il faut être capable d'orienter l'utilisateur vers la ressource qui est la plus résiliente, la plus disponible et celle qui va apporter la meilleure qualité de service à l'utilisateur. Ne pas oublier la sécurité DNS. L'infrastructure DNS aujourd'hui, c'est la deuxième infrastructure après le web la plus visée sur Internet. La plupart des sécurités aujourd'hui sont mises sur le web, mais le DNS c'est un peu le parent pauvre, donc il ne faut pas oublier cette couche-là. La brique d'après, c'est la brique authentification. Je donne accès à des ressources sur quel que le soit, que ce soit mon applicatif, mon VDI ou ne serait-ce que de la donnée d'entreprise. Je veux savoir qui se connecte. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Je veux savoir qui vient se connecter sur mon infrastructure, qui vient accéder à mes ressources. Donc, je vais avoir besoin de fonctionnalités type VPN SSL, des fonctionnalités type authentification web, authentification SSO, capable de rejouer les credentials utilisateur. Si l'utilisateur se connecte sur 3 applications, je ne veux pas qu'il ait à ressaisir son mot de passe. Et dans une logique aujourd'hui d'entreprise où multiplier les mots de passe, c'est très compliqué, on va tendre vers beaucoup de fédérations d'identité où tout un portfolio d'applications vont s'intégrer dans cette architecture de fédération d'identité et être capable, avec ces jetons d'authentification, de donner accès aux ressources qui ont été demandées. La brique suivante, ça va être la brique WAF. Aujourd'hui, l'ANSSI recommande pour chaque site publié de mettre un WAF en frontal de ces ressources. Un WAF, Web Application Firewall, c'est un composant qui va nous permettre d'intercepter, d'être entre le client, entre l'utilisateur qui vient se connecter et notre source web, qu'elle soit applicative, que ce soit un site web, un portail web, et de contrôler ce qui arrive
donc de valider, déjà de bloquer donc le top 10 OWASP sont les top 10 des attaques les plus répandues. Donc à minima, il faut être capable de bloquer toutes ces attaques type SQL injection, cross-site scripting, toutes ces choses un peu sympathiques. Enfin, ça dépend de quel côté de la barrière on se passe. Et d'être capable aussi de mettre des mécanismes anti-bot pour bloquer les scans qui sont souvent le prémisse d'une attaque future. Donc, devant nos ressources web, faire de la sécurisation avec un frontal WAF qui va permettre de bloquer les attaques. Et la dernière brique qu'on va vous présenter, c'est la brique ADC, Application Delivery Controller. Là, on est sur la haute disponibilité de mon application. Donc, je double, je triple mon serveur ou mon application et je load balance le trafic au sein de mon architecture. Je fais du reverse proxy et de l'optimisation pour rendre mon application toujours plus résiliente et plus performante. Donc voilà un ensemble de fonctionnalités qu'il est impératif aujourd'hui d'avoir sur son infrastructure quand on publie, quand on donne accès à de l'application, qu'elle soit on-premise ou dans le cloud ou dans un cloud privé. Voilà les différentes briques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on va se servir des solutions F5 pour répondre à ces problématiques-là et répondre et positionner des gammes de produits sur ces briques-là. Pourquoi F5 F5, c'est un éditeur de sécurité établi sur le marché et qui a fait sa force avec une architecture unique à la base. Donc, on a un système qui s'appelle le TMOS, Traffic Management Operating System, qu'on va faire tourner sur à la fois du logiciel ou sur du matériel, donc que ce soit sur des gammes d'appliances ou même des châssis pour aller chercher les grosses infrastructures, ou de l'édition virtuelle, donc de la VM qu'on va mettre dans des clouds, on-premise, en cloud public, en cloud privé. On a un OS unique et sur cet OS unique, on va pouvoir ajouter à la carte les fonctionnalités qui nous intéressent. Donc, un socle unique et en fonction des licences et en fonction des besoins de l'entreprise, on peut démarrer avec une brique, on peut en rajouter d'autres. On va répondre aux différents use cases en ajoutant les briques qui nous intéressent. Et au-dessus de ces briques, en bleu, on va être capable, alors je vais utiliser un mot qui n'est pas français, hein, mais que vous allez vite comprendre, on va utiliser une couche de programmabilité qui va permettre de rajouter de la fonctionnalité, que ce soit sur le trafic, avec ce qu'on appelle des e-rules, sur le management, avec ce qu'on appelle les high control, et sur le déploiement, avec ce qu'on appelle les IAPS. Donc, cette couche de programmabilité va nous permettre d'aller chercher de nouvelles fonctionnalités qui ne seraient pas dans l'interface, avec du scripting et être capable d'aller chercher des fonctionnalités additionnelles pour répondre à des besoins très spécifiques et très métiers qui pourraient survenir dans l'entreprise. Au-delà de cette architecture unique, ce qui fait la force d'F5, c'est d'être une architecture full proxy. C'est-à-dire, full proxy, ça signifie qu'on va avoir deux communications séparées, une entre le client et la solution F5, et une deuxième entre la solution F5 et le serveur. Donc, on segmente complètement notre réseau. Cette segmentation, cette architecture full proxy qui nous permet cette segmentation, elle va nous permettre à tous les niveaux de la couche OSI d'être proactif et de pouvoir être capable d'attaquer, de bloquer, que ce soit des attaques réseau, on va dire les niveaux pare-feu, que ce soit des attaques protocolaires, des attaques SSL et jusqu'au niveau applicatif avec les attaques, avec le WAF pour bloquer les attaques applicatives. Donc, que sur l'ensemble du segment OSI, du modèle OSI, on va être capable de bloquer les différentes menaces afférentes à ces différentes couches. Donc, une protection côté serveur, enfin côté client, je veux dire, mais une protection également côté serveur. On va être capable de faire notamment de la fuite de données. Le but, c'est de bloquer tout ce qui est malicieux et de permettre l'accès aux flux légitimes. Cette architecture full proxy elle va nous permettre de faire des choses, on va dire déjà de base, et qui vont bien en plus imager le côté segmentation entre le flux côté client et le flux côté serveur. Donc on voit bien, on a un free one check qui va démarrer entre le client
et le BigIP. BigIP, c'est la solution de chez F5. Et on a bien un deuxième freeware on check entre le BigIP et le côté applicatif avant que la data puisse transiter. Donc on a bien deux communications séparées. Ça va nous permettre de faire des petites choses de base assez sexy. Si vous avez de l'IPv6, on peut faire nativement passerelle IPv4, IPv6. Si par exemple sur votre réseau, vous avez une vieille application, vous avez du legacy, une application qui est codée en SSL v3, on sait que le SSL v3 aujourd'hui, il est déprécié, on sait le casser aujourd'hui. Mais redévelopper votre application, c'est lourd et c'est compliqué. Bah, nativement, le fait d'avoir une architecture full proxy avec une double communication, on va pouvoir dire au client, bah, vous connectez en TLS. Et par contre, côté serveur, sur mon réseau de l'entreprise, je bascule en SSL v3. Pareil, je peux faire de l'HTTP 1.1 ou de l'HTTP 2 de part et d'autre de mes solutions de sécurité. Donc, ce qui fait la force d'F5, c'est architecture unique et architecture full proxy. Enfin, OS unique et architecture full proxy pour avoir déjà cette segmentation et avoir cette visibilité complète sur le spectre du trafic qui passe vers nos applications et vers nos données sensibles. On va détailler maintenant un peu toutes ces briques. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le poser dans le chat et on y reviendra à la fin de cette session. Donc on va garder l'ordre de présentation des premières briques. La brique pare-feu chez F5, c'est AFM, donc pare-feu, réseau et protection DDoS. La logique, on est sur protéger les couches réseau, que ce soit dans mon data center, dans une logique très flux entrant. Je veux protéger les applications que je protège sur mon réseau. Alors, je vais faire une sécurité périmétrique, être capable de déchiffrer le SSL et avec une charge importante. On peut être soumis à des charges importantes sur de la publication. Donc, être capable d'assurer le même niveau de service sur du petit comme du très gros, disponible en format appliance ou en format virtual machine, et être capable de gérer tous les vecteurs d'attaque DDoS réseau. J'insiste bien, là on va être sur la problématique réseau. Je passe assez vite en fait cette brique parce que c'est pas forcément la brique qui va être la plus pertinente aujourd'hui sur l'explication que je vais vous donner. Vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Juste pour finir sur la brique AFM, donc sur la partie firewalling, elle est disponible soit on-premise, faire de la sécurité périmétrique, déchiffrer le flux SSL. Si vous avez une attaque en cours, ou si vous avez des volumes de données importants, on est capable de s'appuyer aussi sur les services F5 avec une offre qui s'appelle Silverline, où on va rediriger notre trafic vers des scrubbing centers F5 qui vont nous faire le nettoyage de notre trafic, donc si en cas notamment d'attaque volumétrique, et pour nous rendre un trafic nettoyé sur notre réseau. Donc, une combinaison de solutions qui vont répondre à différentes problématiques d'attaque. Donc avec ce qu'on appelle du signaling, le fait de pouvoir rediriger le trafic vers un SaaS qui nettoie ce trafic et nous le rend propre. La brique DNS. Donc la brique DNS, on va répondre à une logique de haute disponibilité des applications. Donc en gros, haute disponibilité de mon data center, haute disponibilité de comment je vais orienter mon utilisateur vers le data center ou l'endroit où se trouve mon application qui est la plus performante par rapport à mon application. Si par exemple j'ai mon application, j'ai une copie dans un data center à New York et un à Paris, mon utilisateur qui est à Los Angeles, je vais peut-être plutôt l'envoyer à New York plutôt qu'à Paris. Donc là, on est sur la haute disponibilité de l'application, haute disponibilité du data center, où tout simplement, on va faire des tests de vie pour voir quels sont les applicatifs, quelles sont les ressources qui sont les plus disponibles, les plus performantes. Et en fonction de ces tests de vie, quand l'utilisateur va vouloir se connecter, on va modifier la requête DNS pour lui indiquer quelle est la ressource qui est pour lui avec la meilleure expérience utilisateur.
Donc, dans le cadre d'un PCA, d'un PRA, ça va nous permettre, application par application, on pourrait le faire au niveau réseau, mais de basculer de réseau à réseau. Là, la logique, c'est de le faire application par application, donner cette granularité pour envoyer l'utilisateur vers son application, l'application la plus résiliente et avec la meilleure expérience utilisateur. Si jamais, bien sûr, j'ai un data center qui tombe ou si mon application dans mon cloud elle est indisponible, eh ben, on va modifier la requête DNS et répondre avec l'autre source, celle qui est celle qui est disponible. Dans cette brique, on va également répondre à les logiques de sécurité DNS. Je vous en ai parlé en introduction. DNS devient de plus en plus visé aujourd'hui. Quand vous tapez dans Google attaque DNS, vous allez voir un certain nombre de news et un certain nombre de sites qui ont été indisponibles pendant des périodes. Donc, on va être capable de prendre en charge la sécurité des flux DNS, de gérer un grand nombre de fonctionnalités, d'être capable de répondre à haute intensité en cas de forte demande, de faire du load balancing de data center, de faire de la protection des DOS également au niveau DNS, de rajouter des fonctions de sécurité type DNSSEC directement dans le DNS pour avoir aussi bien une couverture sur votre infrastructure, on va le voir après sur les flux web, que sur les flux DNS. La brique suivante, authentification. Alors, quel est l'intérêt de faire de l'authentification? Quelle est la logique de contrôler qui vient se connecter? On va répondre avec ces différents use cases. Donc, c'est une brique qui s'appelle APM chez F5 qui nous permet de répondre à ces problématiques, ce qu'on appelle d'IAM, d'Identity Access Management. J'ai besoin de savoir qui vient se connecter sur mon infrastructure. En amont, j'ai besoin d'avoir des logs, j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur mon trafic SSL, qu'est-ce qui passe à travers mes communications SSL. J'ai besoin potentiellement peut-être d'envoyer mon trafic vers d'autres couches d'analyse. J'ai besoin de donner accès à mes ressources, quelles qu'elles soient. Je peux avoir des ressources étendues, je peux avoir des ressources pour mes utilisateurs mobiles. J'ai besoin d'avoir un point central d'accès qui va donner accès à mes ressources de façon sécurisée, de façon distante et sécurisée. Donc ça, on est vraiment dans cette logique. Et le module APM d'F5 va répondre à ces différents use cases. Donc, use case de contrôle d'accès centralisé, use case de VPN SSL, de SSO, fédération d'identité, mettre en place de l'authentification forte, faire du support du contrôle de conformité multi-endpoint et l'intégration avec des solutions de MDM, donc Mobile Device Management. Donc, si on détaille un peu ces use cases, le premier, c'est contrôle d'accès centralisé. Donc, j'ai une plateforme, j'ai mes utilisateurs, mes employés, des prestataires, des clients qui viennent se connecter sur mes infrastructures. Et ben, je veux leur donner un accès. Donc, je vais aller vérifier auprès d'un annuaire. Donc là, on a choisi un annuaire Active Directory, mais on pourrait s'appuyer aussi sur d'autres annuaires, voire même s'appuyer avec la fédération d'identité, on va en parler après, sur des annuaires publics, sur des fédérations d'identité publiques, type celles de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn. Et en fonction de l'authentification, si elle est rejetée, je bloque l'utilisateur. Si elle est validée, je vais donner accès à l'utilisateur en fonction de son périmètre d'accès. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de son profil, je vais lui donner accès à ses ressources. Ça pourrait être des ressources réseau, des ressources applicatives, donc lui donner accès à ses applications, des ressources VDI ou même lui donner accès à des ressources cloud. Donc, dans ce premier use case, on est vraiment sur une logique de j'ai une passerelle qui me sert de point d'entrée unique et qui valide l'accès à mes différentes ressources d'entreprise. Le fait d'avoir une passerelle unique, ça va me permettre d'avoir un portail unique et de pouvoir customiser ce portail et donner à l'utilisateur l'accès à ses ressources, où qu'elles soient derrière. Là, vous voyez dans l'exemple ici, on a des ressources qui sont en local, des ressources qui sont dans le cloud. Pour l'utilisateur, lui, il s'en fiche, c'est transparent, il clique dessus et ça le redirige au bon endroit. Il n'a pas à chercher à savoir est-ce qu'il doit se connecter un coup avec un navigateur, un coup avec un client, un coup avec quelque chose. Il a un point d'accès unique et tout se fait depuis cet accès-là.
La Visual Policy Editor. Faire ce management, ça peut vite être compliqué. Donc, il faut des outils qui permettent visuellement de créer ces scénarios de configuration et d'être capable de faire des choses très simples, Salut. très rapidement. Une fois qu'on a ces besoins, on est capable de les étoffer et d'aller chercher des Ouais, ressources un peu plus compliquées en fonction en fonction de nos besoins. On peut aller chercher des ressources, des politiques simples, comme on peut aller chercher des politiques plus étoffées, qui vont avoir des ressources assignées différentes en fonction des populations, comme on peut aller chercher des architectures beaucoup plus compliquées, avec des scénarios beaucoup plus étoffés. Donc, euh, on a vraiment cette latitude de faire des choses très simples ou des choses très compliquées, mais ça reste toujours visuel et ça permet toujours de garder une compréhension d'ensemble assez simple. Il n'y a pas de scripting à faire, il n'y a pas de choses qui demanderaient des compétences hors du commun. On est capable de rester sur des choses compréhensibles. Ce portail, il est complètement customisable, hein. Vous pouvez changer les couleurs si vous avez envie de mettre les logos, les chartes d'entreprise qui vont bien, d'intégrer de l'authentification forte nativement sur les pages de connexion. On est capable de customiser complètement ces pages. Si on prend un exemple avec General Motors, ils l'ont complètement intégré dans dans leur portail. Côté use case VPN SSL, donc avec et sans client. Quand on est avec un client, on supporte bien sûr tout ce qui est Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone, Chrome OS pour se connecter et assurer une continuité de connexion. Donc l'utilisateur qui se connecte le matin chez lui avec son ordinateur sur son Wi-Fi personnel, qui commence à travailler, qui prend les transports en partage de connexion et qui continue à travailler, qui arrive en salle de réunion sur le Wi-Fi invité, qui continue à travailler, qui arrive jusqu'à son poste utilisateur sur le réseau d'entreprise, qui continue à travailler. On est capable d'assurer cette continuité de service dans l'accès à ces ressources. Le single sign-on. Donc, les caisses de single sign-on, ça, c'est, on va être sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'utilisateur qui doit se connecter sur son application de finance sur 2, 3, 4, 5, peut-être 10 applications dans la journée, plutôt que d'avoir à ressaisir à chaque fois son login et son mot de passe, qu'il oublie. Peut-être qu'au niveau des applications, c'est pas forcément le même partout, avec les mêmes bases. Ça devient vite très compliqué pour l'utilisateur et ça devient un risque de sécurité pour l'entreprise. Et ben, on va à la fois améliorer son expérience utilisateur et à la fois améliorer la sécurité d'entreprise en faisant du SSO et en rejouant automatiquement pour l'application les credentials de l'utilisateur, voire en ayant cherché dans certains annuaires d'autres credentials pour l'utilisateur une fois qu'il s'est authentifié sur le premier, pour lui donner accès à ces ressources de façon simplifiée. Je vous parlais de la fédération d'identité, hein, on est capable de gérer ce rôle, ce qu'on appelle de identity provider, où on va déléguer en fait l'accès aux ressources SaaS à l'utilisateur. Donc l'utilisateur qui essaie d'aller sur son Salesforce ou sur son Google Apps ou sur son Office 365, et ben, on va lui dire, OK, tu viens t'authentifier sur l'annuaire d'entreprise. Via l'APM, on va rendre disponible de façon sécurisée sur Internet cette authentification. Une fois qu'on aura validé les informations d'authentification de l'utilisateur, l'utilisateur va être redirigé vers son portail SaaS et on va intégrer un jeton d'authentification et l'utilisateur aura accès nativement à ces ressources de façon transparente et de façon sécurisée. Donc on garde l'intégralité de la couche d'authentification au sein de l'entreprise, sachant qu'on peut mettre cette brique en frontal ou dans un cloud ou à plusieurs endroits pour garder ce rôle d'identity provider et être capable de donner accès de façon sécurisée à nos ressources SaaS. Ce qui va nous permettre aussi de limiter l'impact des services SaaS en mode je crée mes comptes sur chaque service SaaS. Si vous êtes dans une entreprise, vous utilisez Salesforce, vous utilisez peut-être ServiceNow, vous utilisez peut-être Webex, vous utilisez Office 365. Si à chaque fois, pour tous vos utilisateurs, vous créez des comptes
directement sur ces portails, ça devient vite très compliqué à gérer quand vous avez un utilisateur qui arrive, il y a une tâche de provisioning qui s'alourdit à chaque fois, et je n'en parle même pas des tâches pour décommissionner les utilisateurs. Là, vous allez pouvoir le faire d'un point central et garder la main sur ces authentifications. Donc l'exemple d'intégration le plus parlant souvent, c'est avec Office 365, où tout simplement l'utilisateur il est dans notre Active Directory et on veut rien modifier, on veut pouvoir accéder et utiliser les ressources Office 365. Bon, on va s'appuyer sur la couche de fédération d'identité d'F5 pour pour gérer cette architecture sans avoir de solutions ADFS Microsoft à maintenir, avec un déploiement simplifié avec des modèles préconfigurés pour mettre ça en place de façon assez simple et de façon très rapide pour l'entreprise. Du VDI, quelles que soient les infrastructures d'architecture VDI que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez, que ce soit du Citrix, du RDP Microsoft ou du VMware Horizon, vous n'êtes pas obligé de mettre des frontaux Citrix ou des frontaux, des storefronts Microsoft ou toute une infra d'accès distant VMware. Avec l'APM, on va pouvoir le faire et on a même des meilleures performances que les outils d'accès natifs de ces éditeurs. Donc, on va pouvoir être agnostique par rapport aux techno et donner accès à distance aux utilisateurs qui veulent se connecter sur leur bureau à distance, sur leur remote application, Citrix ou VMware Horizon. Donc, use case d'accès distant sur le VDI, on contrôle l'identité et on donne accès aux ressources en fonction de ces rôles. Donc ça, c'était la brique authentification. Maintenant, on va rentrer sur la brique WAF. Donc le WAF chez F5, ça s'appelle AWAF pour Advanced WAF. Ils ont été cherchés très loin au niveau commercial, au niveau marketing, pardon. Là, on est dans la logique protection des applications web. Je veux répondre à une problématique de je publie un site web, je publie une application web, je publie un portail web. J'ai peut-être des données d'entreprise ou ne serait-ce que c'est mon image d'entreprise. Je veux le sécuriser. Alors déjà, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. Il y a un gros débat entre quand on veut cocher la case WAF sur un appel d'offres. On a un certain nombre de prestataires qui fournissent des fonctionnalités WAF avec un IPS ou avec intégré sur un next-gen firewall. Un vrai WAF, comme celui d'F5, c'est un WAF qui va être dédié uniquement sur les ressources web. Donc ça va être ça le point différenciant, hein. Un IPS ou un next-gen firewall va être multi-protocole, mais peut avoir de fonctionnalités sur vraiment le flux, sur l'apprentissage du trafic, sur les paramètres, sur le traffic learning qu'on est capable de mettre en place. Un WAF, c'est du Web Application Firewall. Comme son nom l'indique, c'est du web uniquement. Donc, avec F5, on va être capable d'aller chercher toutes ces fonctionnalités dédiées au web, mais on n'a à faire que ça sur cette brique-là. Donc, on se positionne en frontal de nos applications, de nos web services, et on contrôle, on fait de la sécurisation jusqu'au modèle applicatif niveau 7, jusqu'au modèle OSI niveau 7, donc jusqu'au niveau applicatif. On va faire du DDoS applicatif, donc par exemple une attaque de Slow Loris. Un truc tout bête, hein, c'est une attaque qui est très très facile à mettre en place. Une attaque par Slow Loris, c'est tout simplement j'envoie du trafic, mais de façon très lente. Et je vais utiliser au maximum les timeouts de session pour maintenir la communication et monopoliser l'infrastructure. Donc ça, c'est une petite blague, mais c'est ça une attaque par Slow Loris. On envoie des communications très très lentes, des communications légitimes, comme si c'était du flux légitime, mais on l'envoie très très lentement. On retarde tous les paquets au maximum des timeouts pour monopoliser l'infrastructure, avoir des sessions ouvertes, et du coup l'infrastructure en face, quand elle est monopolisée, ne peut plus répondre au trafic légitime de clients. Sauf que tous les équipements réseau de la Terre ne peuvent rien faire contre ce type d'attaque parce que c'est une attaque applicative et c'est du flux légitime. Il n'y a qu'un WAF qui est capable de comprendre que c'est une attaque et de bloquer, de terminer ce type de connexion. Donc, problématique d'aspiration, problématique de brute force, je vais venir après derrière, modèle de sécurité positif et négatif pour protéger vos applications web.
On y arrive. Sécurité négative et sécurité positive. C'est un peu la logique de je veux faire de la sécurisation, mais quel est le modèle que je vais utiliser? Un modèle de sécurité négative, c'est tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Donc en gros, tout ce qui est malicieux, je veux le bloquer. Un modèle de sécurité positif, c'est tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. C'est-à-dire que je vais devoir apprendre, profiler mon application et mon trafic, regarder ce qui est demandé. Allô? Excusez-moi, je suis de retour. J'ai mon casque qui fait des siennes, c'est revenu. Donc je disais, le modèle de sécurité positif, c'est tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Dans ce modèle-là, je dois apprendre mon trafic, apprendre mon application, savoir quels sont les formulaires qui sont demandés, quels sont les types de fichiers qui sont utilisés, quelle est la syntaxe, comment fonctionne mon application, et je vais autoriser uniquement ce qui est légitime. Donc, je vais atteindre un niveau de sécurité beaucoup plus poussé, mais ça demande plus d'administration. L'avantage d'une techno comme le WAF Dev5, c'est de pouvoir nous fournir aussi bien des fonctionnalités dans le modèle de sécurité négative. Donc pour des clients qui auraient de peu de temps pour l'administration ou qui veulent avoir un minimum de sécurité et permettre déjà de bloquer un certain nombre d'attaques, on va avoir des fonctionnalités de sécurité négative. Et on va également en même temps être capable de pouvoir rajouter, pour les clients qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent profiler leur application, qui veulent vraiment augmenter leur niveau de sécurité, qui ont un peu plus de temps à accorder à cette administration, rajouter des fonctionnalités dans un modèle de sécurité positif pour aller chercher plus loin les plus hauts niveaux les plus hauts niveaux de sécurité. Donc on est capable de combiner à la fois des fonctionnalités dans un modèle de sécurité négatif et à la fois un modèle de sécurité positif. Être capable de bloquer des flux via de l'analyse comportementale. Donc si j'ai du brute force, être capable de faire de la réaction sur ce brute force, faire du rating, voire bloquer un certain nombre de sessions, être capable de bloquer tout ce qui est web scrapping, donc c'est des gens qui essaient de récupérer tous vos contenus pour le diffuser à votre place et capter les revenus publicitaires, bloquer tout ce qui est réseau de bots. Donc ça va être très intéressant puisque on rentre dans une logique de je vais détailler ça plus précisément, les bots. Aujourd'hui, un hacker, quand il trouve une vulnérabilité, d'abord, il cherche une vulnérabilité. Souvent, c'est le point de départ de tout hacker. Il va chercher une vulnérabilité sur un système. Mettons, il trouve une vulnérabilité je sais pas moi, sur PHP, par exemple. Plutôt que de lancer une attaque à tout va sur des serveurs qui n'utilisent même pas PHP, il va plutôt utiliser d'abord un réseau de botnet pour cataloguer et lister tous les serveurs qu'il peut trouver sur Internet qui utilisent PHP, qui utilisent la version de PHP sur laquelle il a trouvé une vulnérabilité. Et une fois qu'il a catalogué un maximum de serveurs, c'est là qu'il va lancer son attaque véritablement. Donc, être capable de détecter et de bloquer les botnets, ça devient vraiment très important puisque ce sont souvent les prémices d'une attaque, sans parler déjà de l'immobilisation des ressources et vous soyez obligé d'acheter ou de mettre en place de grosses infrastructures pour uniquement répondre à des botnets, c'est un peu dommage. Donc, des fonctionnalités anti-bot qui vont de choses transparentes. On envoie un script du JavaScript ou des challenges que le navigateur va savoir répondre nativement. Donc, c'est totalement transparent pour l'utilisateur, mais ça permet déjà de bloquer un certain nombre de botnets, jusqu'à de l'analyse comportementale, le nombre de clics, le comportement, des comportements humains, voire jusqu'à l'inclusion automatique de CAPTCHA. Donc, sans avoir à toucher l'applicatif qu'il y a derrière, si on a des suspicions de botnet, aller même intégrer des CAPTCHA nativement dans l'outil. Donc, pour être capable de protéger son infrastructure des botnets. Il peut y avoir des botnets qui sont légitimes. On prend les botnets de Bing ou de Google. Ça, c'est des botnets légitimes qu'il faut être capable de laisser passer. Il faut être capable de bloquer les botnets malveillants.
Et un WAF, ça génère beaucoup d'activités, beaucoup de logs. Ça va être important d'avoir un WAF qui va prioriser les logs et les alertes les plus importantes. Pour pas être noyé dans ce trafic, noyé dans cette masse d'informations, il faut un outil qui soit capable de prioriser, de donner alors là, ils appellent ça violation rating dans l'interface, mais donner un score de risque pour que l'administrateur qui gère la plateforme puisse être focus sur les niveaux critiques les plus importants en premier. Faire du traffic learning, d'être capable de profiler l'application, d'apprendre, il faut que le système soit capable d'apprendre pour justement aller chercher des modèles de sécurité positifs, des fonctionnalités du modèle de sécurité positif. Il faut que le système soit capable d'apprendre l'application, savoir comment elle fonctionne pour lui dire ça c'est un faux positif, ça c'est un faux négatif. Donc laisse-le passer ou bloque-le dans les différents cas de figure pour que voilà, l'administrateur puisse dire mon application elle est pérenne et ma protection elle a appris et elle a compris comment fonctionnait mon application derrière et elle me donne accès à mes ressources de façon sécurisée. Sur ce modèle, sur cette brique AWAF chez F5, on peut rajouter un add-on qui s'appelle IP Intelligence, qui est un petit module fonctionnel qu'on peut rajouter avec la brique pare-feu, avec la brique authentification, avec la brique LTM que je vais vous présenter après, qui permet en fait tout simplement de bloquer dès la connexion les IP qui sont connues comme étant malicieuses. Tout simplement, c'est une souscription chez F5. Si vous avez des IP qui sont connus pour être des points de sortie Tor, des réseaux de botnet, faire de la restriction par région, on va être capable de bloquer nativement à l'entrée de votre connexion, à l'entrée de votre infrastructure, ces communications basées sur leurs IP. Ce WAF que je vous ai présenté, qui fait la protection, le module AWAF chez F5 qui fait la protection de vos ressources web et protection DDoS applicative, vous pouvez l'installer chez vous sur votre infrastructure, qu'elle soit on-premise, sur un cloud privé ou sur un cloud public. Vous l'installez, c'est vous qui la gérez. Ou elle peut être gérée par F5 en mode service, où le flux va être redirigé vers les scrubbing center F5 qui vont vous nettoyer à la fois au niveau des DOS, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau firewalling, mais à la fois également au niveau WAF, où c'est F5 avec les services F5 et les experts F5 qui vont créer la politique de sécurité pour votre application, qui vont vous aider à mettre en place ce type de service. On a une couverture mondiale, on a un data center aujourd'hui en France, on passe par l'Allemagne. C'est imminent, on va avoir un data center sur le nord parisien qui arrive très rapidement. Donc des scrubbing centers qui permettent de gérer tout le trafic pour l'ensemble du monde. Et la dernière brique que je vais vous présenter aujourd'hui, donc la brique haute disponibilité des applications qui s'appelle LTM chez F5. Donc on va répondre à un certain nombre de use cases. Un ADC, c'est Application Delivery Controller. C'est le Gartner qui a généralisé ce nom. On va chercher la performance. Donc j'ai mon application, elle commence à être surchargée. Du coup, je vais dupliquer mon application et je vais mettre un load balancer devant qui va aller chercher les performances, orienter l'utilisateur vers la ressource qui est la plus disponible. Donc on va regarder comment, on va avoir des moniteurs applicatifs pour aller regarder comment l'application répond. Peut-être qu'il y en a une qui a plus de trafic, mais le serveur est plus puissant et elle continue à être plus performante. Donc je vais avoir des moniteurs et des algorithmes dynamiques qui vont permettre d'orienter en fonction des capacités, en fonction des performances, en fonction des ressources, en fonction du nombre de connexions. Il y a tout un tas de paramètres qui va me permettre d'orienter le trafic utilisateur. Rendre résiliente mon infrastructure, que ça soit toujours pareil en on-premise ou dans un cloud privé ou dans un cloud public, on garde cette même logique. On a les mêmes fonctionnalités. Reprise automatique en cas de panne pour être capable de fournir aux clients les taux de disponibilité les plus hauts possibles.
Et surtout, bien sûr, pour les équipes IT, pouvoir aussi avoir de la maintenance simplifiée, de ne pas être obligé de faire des opérations en HNO ou le week-end pour mettre à jour un composant. On oriente le trafic d'un côté, on fait la maintenance de l'autre, et après on répartit le trafic. Ça permet d'avoir une gestion simplifiée, de ne pas avoir des coûts de maintenance qui sont déraisonnables. Donc répartition de charge, hein, c'est des choses assez basiques. J'ai plusieurs utilisateurs qui se connectent, qui accèdent à leurs ressources, et je vais les orienter vers les différents serveurs. Si j'ai un serveur qui est indisponible, eh ben, je vais réorienter le trafic vers les serveurs qui sont disponibles. Donc c'est des choses assez basiques aujourd'hui, mais c'est toujours utile à avoir. Et on va pouvoir enrichir. Ah, je suis désolé, deuxième coupure. Je crois que mon casque, je vais le jeter à la poubelle finalement. Alors, deuxième coupure. J'en étais donc autre fonctionnalité qu'on va pouvoir mettre sur la répartition de charge, c'est le fait de pouvoir décrypter le trafic. Plutôt que laisser nos serveurs applicatifs gérer cette couche SSL, qui va leur imposer beaucoup de charges CPU et qui va monopoliser leurs ressources inutilement, on va plutôt décharger cette couche et la reporter sur le load balancer qui est en frontal pour que nos serveurs applicatifs soient concentrés à 100% sur leur charge applicative. Et donc, du coup, simplifier en plus l'administration. On n'a qu'une seule clé SSL à gérer et pas fois le nombre de serveurs que l'on a. Compression matérielle, on va être capable de faire de la compression matérielle pour améliorer l'application. Du caching, du fast cache pour améliorer le rendu de l'application. Ce qu'on appelle du one connect, c'est-à-dire multiplexer les communications. Plutôt que d'avoir plein de communications, on les encapsule dans une connexion unique. Donc, toutes ces fonctionnalités-là qui vont permettre d'enrichir ce qu'on appelle rendre résilient mon applicatif, mettre en place des fonctionnalités de load balancing, mettre en place ce qu'on appelle un ADC d'après le Gartner. On peut enrichir aussi, quand on ne maîtrise pas le côté utilisateur, on a des add-ons chez F5 qui permettent d'aller répondre à une certaine problématique. Donc, je vous invite à faire le test, hein. Vous ouvrez sur navigateur les outils de développeurs de votre navigateur, hein. Souvent, c'est F11 ou F12 suivant vos navigateurs. Vous connectez sur un site comme Amazon ou Facebook ou n'importe lequel, vous allez voir en fait que dans les headers, quand vous rentrez votre login et votre mot de passe dans votre navigateur, le mot de passe il est en clair. Et ça, c'est du pain béni pour les hackers, hein. C'est un credential par exemple UPS, ça vaut plus de $50 pour livrer à travers la planète. Donc il y a une vraie recherche aujourd'hui des logins et des mots de passe utilisateurs. Il y a un vrai marché sur le darknet là-dessus. Et il faut être capable de protéger même des postes que vous ne maîtrisez pas, d'être capable de protéger les credentials des utilisateurs qui vont se connecter sur votre infrastructure. Donc, vous avez une application web et nativement, sans modification de l'application, on va rajouter du chiffrement sur les credentials qui vont être tapés par l'utilisateur. Donc, du coup, dans le navigateur lui-même, les credentials vont être chiffrés. Donc, si un malware tente de les intercepter, s'il y a un malware browser sur le poste client, on va être capable de l'intercepter. Donc ça, voilà, je vous ai présenté les différentes briques. Je voudrais juste implémenter maintenant la logique cloud, ou plutôt multi-cloud, puisque chez F5, les briques que vous utilisez, vous pouvez l'utiliser on-premise, chez vous, sur votre réseau d'entreprise. Vous pouvez l'utiliser dans un cloud public, que ce soit chez Google, Azure, Amazon, dans tous les clouds privés, puisqu'on va supporter tous les hyperviseurs du marché. On va supporter aussi les environnements containerisés pour répondre à tous les cas de figure. Donc ça va être très intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir une logique multi-cloud, de ne pas être lié à un fournisseur de cloud.
Je m'explique, je vous donne un exemple. Mettons que vous partez sur votre application, vous l'hébergez chez Amazon et vous utilisez le WAF d'Amazon et le load balancer d'Amazon. Puis vous apercevez qu'au bout d'1 an, 2 ans peut-être, votre application elle vous coûte cher chez Amazon et qu'en basculant chez Azure, par rapport à votre type d'application, ça vous coûterait moins cher. Vous allez devoir redévelopper toute votre infrastructure et toutes les règles de configuration que vous avez mis en place avec les outils Amazon pour les adapter aux outils Azure. C'est lourd, c'est compliqué et ça vous rend prisonnier de votre infrastructure. Je pourrais faire le même exemple. Vous êtes on-premise, vous avez développé un certain nombre de fonctionnalités et vous voulez basculer après sur un cloud privé ou sur un cloud public pour aller hoster votre application. Et ben vous avez cette même problématique-là. Le fait d'utiliser le même outil, de pouvoir supporter tous les environnements, vous allez gagner du temps et vous allez être agnostique par rapport à votre hoster, par rapport à votre fournisseur qui va héberger votre application. Donc ça va vraiment être intéressant dans cette logique d'avoir des outils qui répondent à une logique multi-cloud pour répondre à toutes ces problématiques. Donc l'intégration avec les différents clouds du marché, des templates pour faciliter le déploiement, quel que soit et automatiser le déploiement, quel que soit le type de plateforme, y compris pour les environnements containerisés. On va être capable de gérer les environnements containerisés, de pouvoir faire du débordement facile. Donc j'ai mon trafic qui est sur ma ressource on-premise. Et puis en cas de débordement, quand j'ai un afflux de connexion, je peux forwarder mon trafic vers un cloud, vers un cloud public pour encaisser une charge en fonction de mes besoins. Donc vraiment une logique complète de service. Et pour héberger toutes ces fonctionnalités, un certain nombre d'architectures possibles. Donc un OS unique, cet OS va être posé à la fois sur des machines virtuelles, on-premise, dans un cloud public privé, ou des appliances avec des gammes matérielles. Donc sur cet OS unique, vous commencez souvent par un module, puis 2, puis 3. Vous pouvez rajouter les modules qui vous intéressent. Commercialement, bien sûr, ça va être intéressant d'apprendre des offres avec plusieurs modules, puisque vous allez faire des économies d'échelle. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez enrichir votre infrastructure de sécurité. Une gamme, qu'elle soit virtuelle et physique assez étendue, qui démarre en tout petit avec du 25 mégas de bande passante, jusqu'à des appliances qui peuvent gérer plusieurs centaines de gigas de bande passante. Justement, les appliances, assez évolutifs, puisque vous avez les gammes, elles fonctionnent par paire. Si je prends le premier, là, i2600, i2800, si vous achetez un boîtier i2600, qui est donc, comme son nom l'indique, plus petit que le i2800, en fait, on vous livre un i2800 bridé. Donc, vous pouvez démarrer votre projet pas très cher, avec un volume de trafic que vous pouvez gérer avec votre i2600. Et votre projet il augmente dans les années, peut-être au bout de 2 ans, vous avez besoin de plus de performance. Il vous suffit d'acheter une clé de licence pour débrider votre boîtier, et votre boîtier se transforme en i2800 et vous permet sur un même boîtier de ne pas avoir à changer votre infrastructure, mais de pouvoir encaisser une charge supérieure. Donc évolutivité des boîtiers en fonction de vos besoins. Au niveau virtuel, on supporte tous les hyperviseurs du marché jusqu'à du 10 gigas, notamment pour le VMware, du KVN et du LN. Merci à tous. Désolé encore pour le désagrément de mon casque. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. S'il y a des choses que vous voulez qu'on détaille un peu, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous pouvez aussi les poser dans le chat. Bonne présentation, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrice. Nous, évidemment, côté Serma, on a toute l'expertise F5 en termes de services. On parlait notamment tout à l'heure des approches WAF, où il y a effectivement besoin d'expertise et d'apprendre les flux et d'être au plus proche de l'application. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter si vous souhaitez alors, déjà plus d'informations et puis de l'aide sur ce genre d'implémentation. C'est des choses qu'on connaît vraiment très bien. N'hésitez pas là à nous poser des questions
sur des choses, des modules ou des bonnes pratiques en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille côté Serma avec de très gros groupes bancaires, mais aussi avec des clients plus réduits. Donc on est capable de s'adapter à différents types d'environnements. On a historiquement travaillé avec une très grosse banque du CAC 40 que je ne peux pas citer malheureusement, mais dans le cadre effectivement de la crise, on a mis en place tout leur environnement de télétravail avec environ 50 000 utilisateurs simultanés et l'intégration dans tout l'écosystème de la banque, à savoir la customisation des portails, la mise en place d'un client spécifique en développement autour de F5. Donc c'est des choses qu'on connaît vraiment très bien et justement on est là pour vous accompagner aussi à ce que la solution en l'état soit bien intégrée dans tout votre écosystème, dans toutes vos applications, et c'est ça l'objectif, je dirais, de la démarche, c'est qu'à terme, non seulement la solution en elle-même est robuste, mais également elle est bien intégrée dans vos modèles opérationnels, dans vos applications, dans le run. C'est tout l'intérêt, effectivement, et toute la valeur ajoutée de Serma par rapport à ces approches. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, soit dans le chat via Marion qui nous les relaiera, soit si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Ouais, j'ai une question. On travaille déjà ensemble. Donc, je fais partie aussi d'une banque du CAC 40. Peut-être une autre. Très bien. Ouais, voilà. Donc, on travaille ensemble déjà depuis quelques années sur la partie audit de sécurité. La présentation faisant quand même l'objet d'un bon niveau de maîtrise des infra F5. Est-ce que vous êtes une team dédiée dans l'intégration de la solution ou est-ce que dans vos équipes, il y a aussi les auditeurs qui travaillent dans les équipes Mouloud, par exemple? Oui, absolument. D'accord. Ouais. Parce que ça fait plusieurs fois que je demande et on pourrait peut-être en discuter plus tard, mais on aimerait des scopes plus précis justement sur les équipements qui sont mis en place derrière dans les rapports détaillés. Okay. Aujourd'hui, ça c'est des choses que j'ai pas encore, mais j'aimerais bien que Serma me fasse un petit retour là-dessus, votre mode de fonctionnement et surtout après, au-delà de l'identification, la partie conseil derrière. Bien sûr. Alors effectivement, nous, côté intégration, c'est clairement ce qu'on porte. Et c'est vrai qu'on essaye d'être assez proche des équipes de Mouloud pour justement, lorsqu'ils vont vous faire une visualisation un peu plus attaquante, pentest et on va dire vulnérabilité autour d'F5, on puisse aussi vous donner la vision, nous, conseils, quelles seraient les briques à rajouter, quel serait le best practice d'un point de vue solution. Et c'est vrai qu'on essaye de compléter les prestations de Mouloud avec cette équipe d'intégration. C'est un peu comme ça qu'on interagit, même si on le fait pas systématiquement. Mais effectivement, on est très proche des équipes de Mouloud et on essaye d'avoir cette interaction au maximum. Et si vous souhaitez, effectivement, on peut échanger autour de comment compléter, je dirais, les rapports que vous avez actuellement, qui sont, je pense, très orientés vulnérabilité, autour tout à fait. de 5. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sur la partie WAF et la partie LTM. Tout à fait. C'est ça. Après, et c'est vrai qu'eux connaissent bien. Standardisation des rapports, en fait. Voilà. Je comprends. C'est un travail à faire. Il n'y a aucun souci, on peut se faire amis auditeurs. Voilà. Absolument. Absolument, tout à fait. Et sachez qu'effectivement, côté intégration, c'est nous qui portons cette partie-là. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. C'est moi. Une bonne journée. Est-ce que vous auriez d'autres... Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que vous auriez d'autres questions, d'autres personnes? Si vous pouvez le mettre dans le chat éventuellement, si vous avez des questions particulières. Je sais qu'on est un tout petit peu dépassé l'horaire. Alors, je pense que Marion a des petits problèmes de son, j'ai cru comprendre côté Marion. Alors, je vois que, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, on t'entend très bien. Je vois qu'on a une question. En fonction du temps que vous pouvez accorder à l'évolution de vos applications, comment s'adapte le WAF de F5? Par rapport au temps, est-ce qu'on a des grosses équipes de run ou pas? Je pense plus c'est la question sur le côté modèle de sécurité positif ou modèle de sécurité négatif. Donc je vais reprendre ce sujet-là. Donc la logique d'F5, c'est d'être capable de fournir au niveau du WAF un portfolio de fonctionnalités qui vont répondre aux besoins du client. Chaque client a ses besoins plus ou moins étoffés. Il y a un certain nombre de clients qui veulent un temps minimum
pour chaque application protégée, qui n'ont pas le temps de passer des heures et de détailler très avancé de pousser leur politique de sécurité. Et au contraire des clients qui veulent aller chercher un très haut niveau de sécurité, un haut niveau de technicité, qui ont du temps d'administration à pouvoir y associer. Et donc App5 va être capable de s'adapter à ces deux niveaux de demande. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marion, dans le pipe? Je crois qu'on n'a plus de questions. Je crois tout le monde est parti. Bon, du webinaire. c'est plus si la session est enregistrée que vous voulez après diffuser l'enregistrement. Ouais. Non, c'est pas grave, on va couper là. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vous entends, j'ai un Oui. retour très assuré. Ah bah écoute, nous on t'entend bien en tout cas. Mais oui, on va clôturer là. De toute façon. Je vous envoie une synthèse des participants. Super, et, parfait. Et je reviens vers vous dans la journée. Couper l'enregistrement, ouais. Si vous voulez après le diffuser. Tout à fait. Bon, de toute façon, on sait aussi le couper après coup. Hein. Enfin, le tronquer comme il faut. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Ça marche. Très bien. Merci Marion, merci à tous. Et puis très bonne journée. Bon courage. Désolé pour les techniques du casque. Pas de problème. Et bonne journée à tous. Au revoir. Vous aussi, bonne journée, à bientôt. À bientôt.